Les robots humanoïdes, l'autre pari hasardeux d'Elon Musk. Elon Musk affirme que le futur robot humanoïde de Tesla est son produit le plus important. Pour le moment, chaque robot humanoïde qui existe sur la planète a été fait à la main de manière individuelle, explique Justine Carpentier, chercheur à l'Institut national de recherche en informatique et automatique spécialiste de ce domaine. Ils ont encore du mal à gérer des points de contact supplémentaires, poser la main sur un mur, une rampe, ou tenir un objet assez lourd, explique Jean-Baptiste Mouret. Et même ce poids lourd du secteur ne parvient à faire ces réalisations incroyables que dans un cadre extrêmement maîtrisé, et certainement pas du premier coup, confie le spécialiste Justine Carpentier. Dernière ombre au tableau que nous peint Elon, la question de la pertinence même de la forme humanoïde pour un robot. La question est cruciale, car ces robots qui nous ressemblent coûtent une fortune. Le coût d'un robot humanoïde est très élevé, la forme humanoïde requiert en effet bien plus de modules complexes que les autres, par exemple, plusieurs milliers de composants standardisés et plus de 1000 faits sur mesure pour le robot Ameca. La difficulté est que le corps humain repose une multitude d'axes, les poignets, les coudes, les chevilles, les genoux, il faut donc reproduire tout cela avec des axes mécaniques et des systèmes motorisés, explique Cyril Cabarat, fondateur et PDG de Shark Robotics, entreprise française qui a, pour sa part, opté pour des formes robotiques plus classiques. Résultat, la facture est douloureuse et le coût d'un robot humanoïde généralement plus élevé d'un facteur 10 que celui d'un robot de forme plus classique, confie un expert du secteur. Les robots restent en majorité des machines programmées une fois pour toutes, incapables de s'adapter à une situation imprévue, explique le directeur de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et automatique Jean-Baptiste Mouret. Mais pour un appareil bipède, rester stationnaire est un tout autre challenge que pour un robot sur roues ou sur chenilles. Les humanoïdes doivent activer leur système motorisé et effectuer des microcorrections en permanence afin de conserver leur précaire équilibre. Ces appareils peuvent se faufiler dans des environnements complexes et dangereux où des robots à roues ne passeraient pas et où des humains pourraient être blessés, explique Jean-Baptiste Mouret de l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Une voiture électrique pour 100 € par mois, ce que l'on sait de ce dispositif. Le gouvernement planche pour cela sur un dispositif de leasing social, qui permettrait aux Français les plus modestes de s'offrir une voiture électrique pour 100 € par mois. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avait expliqué en mars que ce dispositif serait réservé aux professions socio-médicales, aux jeunes et au grand public sous conditions de ressources. Emmanuel Macron avait précisé fin avril que cette aide ciblerait les couples qui gagnent le SMIC ou un peu plus. Ce dispositif viendrait s'ajouter à une ribambelle d'aides à l'achat, comme la prime à la casse, qui ont fait exploser les ventes de voitures électriques. Il viserait au moins 100 000 véhicules électriques en leasing par an, pour un coût estimé de 50 millions d'euros pour la première année du dispositif, soit un montant apparemment bien faible de 500 € par véhicule. Le calendrier de la mesure n'est pas encore connu, mais elle devrait être insérée dans une loi de finances rectificative, a expliqué ce mardi 24 mai la nouvelle ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, en charge du dossier, sur France 5. Dacia affiche sa Spring à 120 € par mois avec 40 000 km sur 4 ans, et un premier loyer de 7 700 € ramené à zéro si le maximum de subventions publiques est applicable. Du côté de Stellantis, Fiat affiche sa petite 500 à partir de 119 € par mois avec 2500 € d'apport, et Peugeot sa 208 à 149 € par mois avec 4000 € d'apport. Netflix s'effondre en bourse. Pourquoi le géant du streaming a perdu le tiers de sa valeur en une séance? À mi-séance à New York, le cours de l'action de Netflix chute de plus de 35%, soit plus de 50 milliards de dollars de capitalisation envolée en quelques heures. Les investisseurs lui font payer l'effritement de sa base d'abonnés au premier trimestre, soit quelques 200 000 abonnés, et le géant américain du streaming prévoit même d'en perdre 2 millions ou plus au printemps. Ils étaient pourtant sur leur garde depuis le 20 janvier dernier lors d'une publication jugée décevante sur le nombre de nouveaux abonnés avait fait plonger le titre de 23% en une seule séance. Au total, le titre s'est effondré de 62% depuis le début de l'année et la capitalisation pourrait même descendre vers les 100 milliards en fin de séance,
contre 155 milliards de dollars la veille mardi soir, soit une valorisation bien éloignée des 300 milliards de l'automne dernier. La société est en effet valorisée sur la base d'une actualisation des flux futurs liés à un abonnement sur plusieurs années. Rappelons néanmoins que Netflix, à ses débuts, avait déjà connu une chute record en séance, de 40% en janvier 2004. Ainsi, UBS prévient de la concurrence accrue, le ralentissement économique et un marché du streaming saturé pourraient brider la croissance de Netflix et abaisse son objectif de cours à 335 $. Du réel au virtuel, l'assurance et la banque mettent un pied dans le métavers. Le monde de l'assurance et de la finance commence à s'intéresser au sujet du métavers, cet espace virtuel connecté à Internet, tout droit sorti de l'univers des jeux en ligne, un marché de quelques 300 milliards de dollars. Cet éditeur de jeux sur mobile, basé à Hong Kong et créé par 2 Français, a très vite compris l'intérêt potentiel du métavers, bien avant même l'annonce, à l'automne dernier, du virage stratégique de Facebook vers le métavers, provoquant au passage une flopée de projets dans le monde entier. Le dirigeant se souvient des premiers pas du travail à distance, il y a quelques années à peine, avec de nouveaux outils digitaux et comment aujourd'hui c'est devenu un mode de travail courant, incontournable. Lorsque nous observons aujourd'hui l'univers du gaming sur ces plateformes où de nombreuses interactions s'opèrent avec une multitude d'acteurs, et sur lesquels des marques extérieures commencent à arriver, nous pensons qu'il y a énormément de choses intéressantes qui en sortiront, soutient-il. Il s'agira, tout d'abord, d'utiliser le métavers pour animer son importante communauté tech au sein du groupe, environ 2000 personnes bientôt rejointes par 780 recrutements dans le digital prévus cette année. En fait, le métavers pourrait être une sorte de prolongement du travail à distance, en plus fun. Ainsi un agent général et un agent prévoyance du groupe sont en train d'expérimenter le concept de l'agence virtuelle, avec des prises de rendez-vous dans le métavers. L'agence virtuelle est la voie tentée par un des rares assureurs également présents dans le métavers, le coréen Hankook Life Insurance qui a rejoint le groupe de travail sur le sujet, créé l'an dernier à l'initiative du ministère des Sciences et des Technologies de l'Information. Mais l'ouverture d'un « salon » dans le monde virtuel de Decentraland, sous sa marque dédiée au crypto Onyx, s'est accompagnée de la publication d'une sorte de manifeste sur toutes les opportunités à venir du métavers. Le métavers qui est un environnement virtuel, avec une population, de l'argent qui circule, généralement sous la forme de crypto-monnaies, une économie qui se développe sur la base d'actifs. Il y a donc toutes les conditions pour dupliquer une économie de marché et à ce titre les banques auront toute leur place, notamment dans la gestion des paiements, avance Nosing Duck. Ce n'est donc pas un hasard si tous les géants du paiement sont déjà présents dans le métavers, comme Apple Pay, Google Pay, PayPal Visa ou Mastercard, sans parler des plateformes d'échange de cryptos ou les crypto-wallets. Sur son blog, Anne Boden, la très suivie et écoutée patronne de la néobanque Starling, émet de sérieux doutes, il est toujours plus simple d'assurer un contact humain 24h/24 et 7J/7 via une application mobile. La face sombre du trading des crypto-monnaies, insomnie, addiction, dépression. Une récente étude publiée par 4 chercheurs de la Tampere University en Finlande montre à quel point le trading des crypto-monnaies peut être néfaste pour la santé mentale. Dans cette étude, les chercheurs prennent plusieurs exemples de jeunes Américains qui se sont lancés dans le crypto-trading au début du boom des crypto-monnaies. Elle a commencé par faire quelques gros coups, dont un où elle a pris 85 000 $ sur une crypto-monnaie appelée GRT, faisant naître des rêves de vie dans les résidences de luxe. Elle explique que la crypto-monnaie peut faire ressortir les parties les plus sombres de nous-mêmes si nous avons une personnalité addictive. La volatilité des prix des crypto-monnaies peut être rapide et procurer au cerveau un sentiment rapide de récompense. L'équipe de chercheurs finlandais a constaté que les traders de crypto-monnaies présentaient également des taux élevés de dépendance aux jeux d'argent, aux jeux vidéo et à Internet en général. Le nombre de millionnaires en Bitcoin a plongé de 20% depuis le début du mois de janvier. Les données indiquent qu'au 28 mai 202, le nombre d'adresses ayant un solde BTC de plus d'1 million de dollars était de 77 936, selon les statistiques de bitinfochart.com.
Les 72 080 adresses restantes ont un solde d'1 million de dollars chacune ou plus. En employant un outil d'archivage web Webpack Machine, il a été déterminé que le nombre d'adresses BTC avec plus d'1 million de dollars de Bitcoin est en baisse depuis à peu près le début de l'année de 21,34%, avec 99 092 adresses enregistrées le 5 janvier. En effet, le 28 octobre 2021, lorsque 116 139 adresses ont été déclarées millionnaires en Bitcoin, cela indiquerait une chute de 32,89% en 7 mois. Néanmoins, certains analystes continuent de croire que la valeur du Bitcoin va continuer à augmenter. Un analyste principal de Deutsche Bank Research, Marion Labour, a déclaré, dans le cas du Bitcoin, nous avons une offre limitée. Plus de 90% des bitcoins sont déjà en circulation et lorsque vous avez une offre fixe avec une demande croissante, les prix ont tendance à augmenter comme nous l'avons vu l'année dernière. Immobilier, la hausse des taux pourrait faire chuter les prix, prévient la BCE. La Banque centrale redoute en effet l'éclatement de la bulle immobilière, longtemps alimentée par une politique de taux zéro, si les taux d'intérêt des crédits immobiliers devaient augmenter plus vite que l'inflation. Selon la BCE, les prix de l'immobilier seraient surévalués de 10 à 15% en moyenne, une surcote qui pourrait atteindre 60% dans certains pays. Selon ces calculs, les prix de l'immobilier pourraient baisser de 0,83 à 1,17% à chaque relèvement de 10 points de base des taux de crédit immobilier, après prise en compte de l'inflation. Toutefois, les emprunteurs bénéficient de la politique de taux fixe sur les crédits immobiliers en France, qui évite des ajustements brutaux, comme aux États-Unis où le taux d'un crédit immobilier dépasse désormais les 5%. La hausse est également capée par le taux d'usure, 2,4% actuellement, y compris le coût de l'assurance, au moins jusqu'à octobre prochain. Krach immobilier, quelle sera l'ampleur de la baisse? Attention aux investissements immobiliers, car les prix des maisons anciennes baissent d'au moins 15% en moyenne sur un an. Les prix ont déjà commencé à baisser dans certaines grandes villes, notamment à Paris. La bulle immobilière ne résiste pas à la hausse des taux d'intérêt. Les dernières statistiques des professionnels de l'immobilier français sont glaçantes et montrent clairement que la bulle immobilière française est en train de se contracter très sévèrement. En effet, les statistiques d'Orpi, Se Loger ou Meilleur Agent confirment 3 grandes tendances. Premièrement, le prix des maisons anciennes ne flambe plus. Bien sûr, il continue d'augmenter, notamment dans les villes jusqu'ici épargnées par la bulle. Selon Se Loger, les meilleurs classements pris sur un an sont les suivants: Bayonne plus 19,9%, Dunkerque plus 19,8%, Laval plus 19,7% ou encore Saint-Nazaire plus 19,2%. Cependant, après un taux de croissance annuel de 7,1% au quatrième trimestre 2021, selon le notaire, les données de Se Loger montrent à nouveau que la croissance des prix à l'échelle nationale sur un an est tombée à plus 0,2% toujours selon Se Loger, après un taux de croissance annuel de 7,1% au quatrième trimestre 2021, selon les statistiques notariales. Deuxième tendance de fond, dans certaines grandes villes, les prix ont flambé surtout ces dernières années, et les prix ont déjà commencé à baisser. Surtout à Paris. Les prix de l'immobilier y ont même chuté pendant 7 mois consécutifs, selon Meilleur Agent. Du jamais vu depuis 10 ans. Après avoir été déjà à moins 1% au quatrième trimestre 2021, ils ont encore baissé de 0,5% en mars, selon le notaire. En moyenne, le prix du mètre carré à Paris est passé de près de 11 000 € l'été dernier à un peu plus de 10 000 € aujourd'hui. Apparemment, la douche était froide. Pire encore, troisièmement, les ventes de maisons anciennes s'effondrent. Selon Orpi, le T1 2022 était de moins 17% sur un an, marquant un retour au niveau de 2018. Les ventes ont chuté de 9% en février et étaient inférieures de 22% à la moyenne à long terme, selon Se Loger. Cet effondrement s'explique à la fois par la faiblesse des marchandises à vendre et par une baisse de la demande effective. Car si la demande sous-jacente reste manifestement forte, la demande effectivement solvable et crédible continue de reculer compte tenu de la flambée des prix ces dernières années. Alors que, jusqu'à récemment, l'écart grandissant entre la hausse des prix et la faiblesse des revenus des ménages pouvait être compensé par des taux d'intérêt artificiellement bas, ce n'est plus le cas.
Compte tenu de la poussée de l'inflation passée et future, de l'envolée de la dette publique et de l'arrêt progressif de la « planche à billets » de la BCE, les taux d'intérêt sur la dette publique française ont logiquement augmenté. Le taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans est passé de 0,03% le 17 décembre 2021 à 1,25% les 7 et 8 avril, son plus haut niveau depuis juillet 2015. À cette époque, le taux d'intérêt moyen des prêts immobiliers personnels, hors assurance, était de 2,1%, contre environ 1,1% en février 2022. En d'autres termes, non seulement il hérite de la hausse récente des obligations, mais il augmente aussi rapidement. Non seulement à cause des taux d'intérêt, mais parce que les banques commencent à resserrer considérablement les conditions de prêt. Pire encore, lorsque l'inflation est imminente, les taux d'intérêt sur les obligations d'État continueront d'augmenter, et les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires continueront d'augmenter. Selon nos estimations, les taux des obligations d'État françaises à 10 ans pourraient approcher les 2,5% d'ici l'été, les taux hypothécaires moyens atteignant environ 3,5%. Cependant, à mesure que les taux de prêt augmentent, l'écart entre les prix des logements et les revenus des ménages devient de plus en plus insoutenable, entraînant inévitablement une baisse de la demande de logement et des prix annuels. Par ailleurs, rappelons que le taux d'endettement des ménages français a atteint un nouveau record historique de 101,8% du revenu disponible au troisième trimestre 2021. Par conséquent, de nombreux ménages sont à risque et ne pourront pas tolérer la stagflation des rendements qui a déjà commencé, c'est-à-dire la stagnation économique et une inflation élevée. Malheureusement, certains d'entre eux sont même contraints de vendre leurs propriétés en raison d'un surendettement. Globalement, compte tenu de l'ensemble de ces évolutions, le prix des logements anciens sur l'ensemble du territoire français devrait baisser d'au moins 15% en moyenne sur l'année. Cependant, si ces perspectives effraient certains, il est utile de rappeler que les baisses de prix sont loin d'être de mauvaises nouvelles. Au contraire, elle peut même s'avérer avantageuse si elle ne fait que restaurer la solvabilité de la demande vulnérable. Les agents immobiliers sont intéressés par une baisse progressive des prix pour augmenter le nombre de transactions, plutôt que par une baisse du nombre de transactions et une hausse continue des prix. Une fois la correction terminée et la bulle éclatée, l'immobilier français peut repartir sur des bases plus saines. Cela signifie que les prix augmenteront progressivement. L'immobilier reste donc une valeur refuge et un placement intéressant à moyen terme. Pour renouer avec les réalités de l'économie et repartir sur des bases plus solides, il suffit d'un « reset ».